un champ, un mur et des vaches, des visas, des échecs et de la ganja. Bienvenue dans les enclaves de Cooch Behar, en Inde ou au Bangladesh. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Jeu de cartes au Bengale. Nous sommes en Inde, en l'an 2000, et ce champ-là, sur cette photo, appartient à un certain Kiri Prasad Babu. Et c'est peut-être lui, là, d'ailleurs. Qui cultive-t-on ? Du jute, avec lequel on peut faire des sacs, des tapis ou des chapeaux. Et si on vous parle de ce champ, c'est parce qu'il était à l'époque la seule contre-enclave au monde. Ce qui veut dire que c'était un tout petit bout de terre indienne, enclavé dans un morceau de Bangladesh, entouré lui aussi de territoire indien, lui-même au Bangladesh. On est d'accord, c'est fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que, jusqu'en 2015, dans cette partie de la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, on trouvait 173 enclaves, 24 contre-enclaves, et donc aussi la contre-enclave qui était le champ de Kiri Prasad Babu. Bref, un sacré micmac. Et ce micmac, connu sous le nom d'enclave de Cooch Behar, était aussi appelé en bengali, la langue locale, Chitmaal, littéralement miette de terre. Des miettes plus ou moins grosses, 0,69 hectares seulement pour le champ de Kiri Prasad Babu, tandis que l'enclave de Dahagram en Garpota faisait à elle seule 1867 hectares, soit un cinquième de la taille de Paris. En 2015, ces enclaves étaient peuplées de plus de 50 000 habitants, appelés Chitmaali. À traduire par miettes de terrien, peut-être ? Non ? Bon. Et on le verra, les Chitmaali n'avaient pas la vie facile. Pourquoi ? Comment ? Allons explorer l'histoire. Au tout début du XVIIIe siècle, la péninsule indienne est contrôlée par l'empire moghol, avec un empereur musulman à sa tête. Et un des satellites de cet empire est le royaume de Cooch Behar, dirigé par un maharaja hindou. En 1713, à la suite d'une guerre, le Cooch Behar cède des territoires aux Moghols. Et on raconte que, sur ces territoires, certains chefs locaux auraient choisi de rester fidèles au Maharaja, tandis que des soldats de l'Empire se seraient à l'inverse installés, créant un système d'allégeance croisée à la base de nos miettes de territoire. Et ça ne dérangeait personne à l'époque. Au XIXe siècle, les Britanniques chassent le dernier empereur moghol et prennent définitivement le contrôle de la péninsule indienne. C'est le début de l'Empire des Indes, dont le fonctionnement est mixte. Il y a des territoires contrôlés directement par les Britanniques, comme le Bengale, et il y a des centaines d'États princiers autonomes sous leur protection, comme le Cachemire ou le Cooch Behar. Et à la limite du Cooch Behar et du Bengale, on retrouve ces miettes nées au XVIIIe siècle, qui rendent la perception des impôts ou le maintien de l'ordre difficile pour les Britanniques. Mais dès le début du XXe siècle, hindous et musulmans aspirent à l'indépendance. Chez les hindous, c'est le célèbre Mahatma Gandhi qui mène pacifiquement la lutte. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les Britanniques votent l'Indian Independence Act le 18 juillet 1947. Un avocat du nom de Cyril Radcliffe, qui n'a jamais mis les pieds en Inde, est alors chargé de tracer des frontières. Et il faut faire vite, car l'indépendance est prévue dans moins d'un mois, le 15 août 1947. Radcliffe découpe alors la péninsule en trois. Pour les hindous, l'Inde proprement dite au centre, et pour les musulmans, le Pakistan en deux parties sur les côtés. Dans l'affaire, Radcliffe a coupé le Bengale en deux pour créer le Pakistan oriental. À l'annonce de ce découpage, entre 10 et 15 millions d'hindous et de musulmans se déplacent pour passer du bon côté de la frontière. Et pendant plusieurs mois, des violences font des milliers de morts. Parmi ces morts d'ailleurs, le Mahatma Gandhi lui-même. Devant le fiasco, Radcliffe, pour qui c'était, soyons honnêtes, mission impossible, aurait, paraît-il, refusé d'être payé pour son travail. De leur côté, les États princiers ont le choix entre rejoindre l'Inde ou le Pakistan. Le Maharaja de Cooch Behar choisit alors l'Inde en 1949. Mais au Cachemire, la situation est confuse. L'Inde et le Pakistan se font la guerre pour le contrôler et deviennent les pires ennemis du monde. Dans ce contexte, la frontière émiettée du Bengale et du Cooch Behar, devenue celle de l'Inde et du Pakistan, pose bien vite des problèmes concrets aux Chitmaali. Écoutez bien. En 1952, par exemple, on leur impose des visas pour pouvoir sortir de leurs enclaves.
Mais pour obtenir un visa, il faut s'adresser à une administration dans son pays, et donc sortir de son enclave, au moyen d'un visa qu'on n'a donc pas encore. Car pour l'obtenir, il faut sortir de son enclave avec le fameux visa, qu'on n'a donc pas encore puisqu'on ne peut pas sortir de son enclave sans visa. Ah, de quoi devenir fou, non? Heureusement, un dialogue s'amorce entre les deux pays, et en 1958, le Premier ministre indien Nehru et son homologue pakistanais Noon signent un accord d'aménagement de la frontière. Mais en Inde, on s'y oppose, et de multiples et longues batailles judiciaires empêchent sa mise en œuvre. Et puis, en 1971, c'est la guerre au Pakistan oriental. Aidé par l'Inde, il prend son indépendance et devient le Bangladesh. Le traité n'est donc plus valable. Un second traité est alors signé en 1974 par l'Indienne Indira Gandhi et le Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman. Ce traité prévoit l'échange de toutes les enclaves, sauf d'Agra Mangar Pota, la plus grande, qui restera bangladaise, avec location d'un corridor à l'Inde. Mais en août 1975, Sheikh Mujibur Rahman est assassiné lors d'un coup d'État militaire. Le pays s'éloigne alors de l'Inde, qui n'est par conséquent plus du tout pressé d'appliquer l'accord. D'autant que c'est toute la frontière qui pose maintenant problème. Les Bangladais, bien plus pauvres, émigrent en effet par milliers vers l'Inde. Et il y a des trafics massifs. En particulier celui des vaches. Sacrées pour les hindous en Inde, elles passent au Bangladesh musulman pour être mangées. New Delhi décide alors en 1984 la construction d'un mur à la frontière et y déploie des milliers de gardes et de soldats. Avec ce mur, les Chitmalis sont désormais complètement coupés de leur pays. Dans la plupart des enclaves, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas de médecins, pas de commerce. Les Chitmalis sont aussi sans protection, et il n'est pas rare qu'ils soient assassinés à cause de leur nationalité ou de leur religion, ou tués par des soldats lorsqu'ils tentent de passer la frontière. Seule source de satisfaction, les Chitmalis ne payent pas d'impôts et peuvent tranquillement cultiver et trafiquer la ganja et l'opium. Il faut en fait attendre le retour de la démocratie au Bangladesh en 1991 pour voir les relations entre les deux pays se détendre. Le traité de 1974 revient alors sur la table et on autorise enfin la création du fameux corridor. Long de 178 mètres et large de 85 mètres, ce corridor appelé Timbiga est surveillé nuit et jour. Mais son inauguration le 26 juin 1992 est perturbée par des manifestants du parti indien ultranationaliste BJP. Et il y a 2 morts. En Inde, en effet, le traité est impopulaire, car dans l'échange d'enclaves prévu, le pays recevra moins de territoire que le Bangladesh. Et il faudrait en plus changer la constitution. Et ce n'est que 20 ans plus tard que la situation va se débloquer. En 2011, en effet, c'est une certaine Sheikh Hasina qui est à la tête du Bangladesh. Elle est la fille de Sheikh Mujibur Rahman. Mais oui, celui qui a signé le traité de 1974 avant d'être assassiné. Et elle est une amie de l'Inde, où elle a vécu en exil. De leur côté, les Indiens veulent resserrer les liens avec leurs voisins pour contrer l'influence grandissante de la Chine dans la région. La simplification de la frontière est alors relancée le 6 septembre 2011. Et c'est en 2015, sous le gouvernement indien de Narendra Modi, du parti BJP, qui était pourtant, rappelez-vous, opposé à l'accord, que ce processus aboutira. Le 7 mai 2015, l'Inde change ainsi sa constitution. Et le 1er août 2015 à minuit, les enclaves de Cooch Behar disparaissent. Sauf d'Agra Mangar Pota, bien sûr. Et plus de 14 000 Bangladais et 37 000 Indiens changent de nationalité. Dans l'affaire, la seule contre-enclave au monde qui était le champ de Kiri Prasad Babu disparaît elle aussi. Et ça, c'est quand même un peu dommage, c'était marrant. Quoi qu'il en soit, l'échange des enclaves de Cooch Behar est un tel événement que Narendra Modi l'a comparé à la chute du mur de Berlin. Ok, d'accord, sauf que le mur à la frontière indo-bangladaise existe toujours. Et malgré ses 3200 km de barbelés et de miradors, on y circule toujours beaucoup. Il y a encore des trafics, évidemment. Et regardez d'ailleurs comme ceux qui passent des vaches sont ingénieux aujourd'hui. Pas mal, non? Mais il y a aussi beaucoup de familles qui cherchent à se rejoindre. La partition du Bengale a en effet séparé des populations qui partagent une même langue et une même culture. Malheureusement, le mur est surveillé par des gardes-frontières indiens à la gâchette facile. Et entre 2000 et 2018, on a recensé 1114 civils bangladais tués à la frontière. Pour expliquer l'existence des enclaves de Cooch Behar, une légende circule. Il y a bien longtemps,
les seigneurs locaux auraient joué les villages de la région au cours d'interminables parties d'échecs. Des parties d'échecs pour jouer avec les cartes donc. Manière de dire que les Chicmaali ont toujours été les jouets de forces qui les dépassent.